culture client, qu'est-ce réellement? Alors cette question, qui de prime abord, peut apparaître comme évidente, est en réalité une excellente question. L'expression culture client est fréquemment galvaudée et utilisée à la place, d'autres expressions comme, la satisfaction client, qui en réalité ne signifie pas du tout la même chose. En tant qu'expert en culture d'entreprise et transformation, culturelle, je suis régulièrement sollicité par un certain nombre d'organisations dans le cadre de l'amélioration de leur culture client. Et il n'est pas rare qu'à un moment donné de la conversation, je demande à mes clients de repréciser leurs besoins parce que j'entends des choses comme nous souhaitons améliorer la satisfaction de nos clients, ou bien nous souhaitons améliorer la qualité du service client, ou encore l'expérience client. Alors pour reprendre une expression d'un enseignant bien connu, j'alerte. Attention de ne pas se tromper de guerre. Je vous propose pour commencer, afin de bien appréhender le sujet, et avant de se lancer dans cette aventure, de revenir aux définitions de base afin de bien comprendre le domaine d'intervention souhaité. Car culture client et satisfaction client ne veulent pas dire la même chose et ne s'abordent pas de la même façon. Les définitions de base sur ce que sont réellement la culture d'entreprise et par extension la culture client sont capitales à la bonne compréhension du sujet. Il existe de nombreuses définitions de la culture d'entreprise qui est appelée corporate culture ou bien organizational culture en anglais. Et ces définitions sont rarement traduites en français, dans la mesure où en français on perd quand même de la substance. Le terme behavior par exemple est plus global en anglais qu'en français. Et il faudrait rajouter la notion d'attitude à celle de comportement parce que ces deux termes n'ont pas la même signification. Ceci étant dit, je vous propose dans le cadre de cette intervention sur la culture client de revenir à la définition de Despande et Webster, dont les travaux sont principalement axés sur l'orientation client, ce qui tombe bien. Et donc il donne la définition suivante. La culture d'entreprise représente un système de valeurs et de croyances partagées. Je répète, un système de valeurs et de croyances partagées qui aide les collaborateurs à comprendre le fonctionnement de leur organisation et fournit ainsi des normes de comportement / des attitudes au sein de l'organisation. Voilà une définition à titre personnel. J'aime bien également cette définition très simple et facile à comprendre. La culture d'entreprise, finalement, c'est la façon dont on fait les choses ici, dans notre organisation. La culture client n'est donc pas la satisfaction client ou l'orientation client, qui sont les résultantes d'une bonne culture client. C'est ce qu'il y a en amont, comme on voit dans le schéma, à savoir des croyances et des valeurs partagées qui vont engendrer des comportements. Il s'agit donc de ne pas confondre la culture client avec des process ou des normes qui sont orientées client. Les croyances et les valeurs, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'il y a ici, dans notre tête. Et qui va faire que je vais travailler de telle ou telle façon et que je vais me comporter de telle ou telle façon vis-à-vis du client. Donc, si nous repartons de la culture d'entreprise de façon globale, il devient alors facile de définir ce qu'est la culture client. La culture client, c'est donc des croyances et des valeurs partagées. Je répète, des croyances et des valeurs partagées qui définissent la façon de se comporter avec le client. Des croyances et des valeurs partagées
qui définissent des normes sociales qui placent la satisfaction du client au centre des préoccupations des collaborateurs. Et ce sont ces normes sociales qui permettent de savoir de quelle façon se comporter avec le client. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau hein, tout ça, mais en quoi cette culture client, ses croyances et ses valeurs partagées sont-elles importantes pour l'entreprise? En réalité, la recherche a montré, j'aime bien me baser sur des faits scientifiques pour étayer mon argumentation. La recherche a montré à quel point ce que les collaborateurs ont dans la tête va être un déterminant puissant de leur comportement lorsqu'il s'agira de s'occuper du client, ou bien d'imaginer des produits, ou encore d'organiser l'entreprise pour mieux les servir. Ce que l'on va faire est déterminé par ce que l'on pense. Et oui, ce que l'on fait est déterminé par ce que l'on pense. Si nous comparions finalement la culture d'entreprise à un terreau dans lequel on va planter une graine, nous pourrions trouver différents terreaux qui sont plus ou moins fertiles et qui correspondraient aux différentes attitudes des collaborateurs vis-à-vis du client. C'est ça qu'on appelle la culture client. Et c'est donc ce système de valeurs et de croyances qui va influencer nos actions ainsi que nos prises de décision vis-à-vis de nos clients. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et donc je continue avec la deuxième question que l'on me pose souvent, qui est la suivante. Alors ok, je comprends la fertilité de la terre qui permet une culture prospère. Mais d'où viennent ces valeurs et ces croyances? Comment les développer pour améliorer notre culture client? Alors, les valeurs et les croyances, elles proviennent de deux éléments principaux qui vont influencer nos actions. Pour schématiser, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas grave. Nous dirons qu'il y a deux cultures clients. La première, c'est la culture client de l'entreprise. À gauche, les fameux signaux faibles que reçoivent les collaborateurs de la part de leur entreprise. Donc, à gauche de la balance, c'est tout ce que je vois. C'est l'ensemble de l'entreprise avec ses processus, son organisation, ses rituels, ses modes de décision, son style de leadership, ses pratiques, etc. Ça correspond donc à un certain nombre de rites et de choses que l'organisation fait et qui fait qu'on est orienté client ou pas. Et ce sont tous ces multiples signaux qui, par couches de sédimentation successives, vont laisser penser aux collaborateurs que les clients sont véritablement importants pour cette entreprise ou pas. On dira que c'est la première culture client. La deuxième culture client, c'est nous, les individus. C'est vous, les collaborateurs, en tant que personne à part entière. Vous avez votre propre culture personnelle. Donc la question, c'est êtes-vous orienté client? À droite de la balance, c'est ce que je suis. Ce que je suis qui est influencé par mon éducation, mon contexte, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris tout au long de ma vie, et qui font que je suis intrinsèquement ou pas plus ou moins orienté client. Alors je vous rassure, si on n'est pas très orienté client, c'est pas une tare, on peut être orienté innovation, finance, audit, risque, avec plein d'autres qualités. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'être orienté client ou pas peut évoluer. Donc en résumé, lorsque l'on reprend la définition de la culture, à savoir des croyances et des valeurs partagées,
Vous retrouvez à gauche les croyances et les valeurs partagées au sein de l'organisation qui font que l'on place la satisfaction client au cœur de l'entreprise ou pas. Et à droite, ce sont plus des valeurs et des croyances partagées pour le coup, ce sont des valeurs et des croyances personnelles. Celles qui décrivent ce qui est important pour moi en tant qu'individu. Et c'est donc l'ensemble de ces valeurs et de ces croyances qui font que je sais de quelle façon je dois me comporter. Alors je vais prendre un exemple afin de mieux comprendre de quoi l'on parle. Ça permet souvent de mieux matérialiser les différents contextes. Alors avant de commencer, je souhaite tout d'abord préciser que je n'ai absolument rien contre la SNCF. Je prends cet exemple parce que à peu près tout le monde prend le train et que vous avez peut-être déjà expérimenté ce que je vais décrire dans mon exemple. Alors je vais donc vous parler de la ronde de bienvenue à la SNCF. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les TGV, nous voyons les contrôleurs passer très rapidement dans les rames une première fois. Alors ils font un aller-retour très rapide, en général jusqu'au fond de la rame, et ils reviennent tout aussi rapidement sur leurs pas, sans aucun contrôle, en général sans que nous ne comprenions très bien ce qu'ils font. C'est vrai que ce premier passage, qui n'est pas destiné à nous contrôler, déjà il nous surprend, parce que on a l'habitude de se faire contrôler, et là c'est pas le cas. Et puis ensuite, il nous surprend pour une deuxième raison, c'est que on comprend pas très bien à quoi sert ce passage éclair du contrôleur. Alors moi, à titre personnel, je me suis toujours demandé si c'était destiné à vérifier s'il n'y avait pas un colis abandonné ou bien des bagages pêle-mêle qui pourraient gêner une éventuelle évacuation d'urgence. Eh bien, pas du tout. La SNCF a souhaité que ses contrôleurs améliorent leurs relations avec les clients. Et a donc demandé à son personnel de bord de faire ce que l'on appelle une ronde de bienvenue. C'est-à-dire d'accueillir les passagers en leur souhaitant la bienvenue et en leur proposant de s'adresser à eux si jamais ils avaient des questions. Vous voyez l'image, quoi. Hein. Alors moi, j'avais en tête la ronde de bienvenue, vous savez, qu'on a vu à la réouverture des magasins qui avaient été fermés durant la pandémie, ou bien celle de certains clubs de vacances à l'arrivée des touristes. Alors du coup, lorsque j'ai appris que dans le cas de SNCF, il s'agissait de la même chose, je dois dire que j'ai eu des difficultés à masquer ma surprise. En fait, la direction de la SNCF souhaitait que les contrôleurs aient, en dehors de leur action de contrôle, un comportement destiné à améliorer l'expérience client. Ce qui est plutôt une bonne idée, a priori. Sauf que l'attitude qui a été adoptée par les équipes en vue de respecter cette consigne pose quand même un peu question. La plupart du temps, en tout cas, de mon expérience, les contrôleurs passent le plus vite possible dans la rame, en regardant au sol ou au fond de la rame, et surtout en évitant de croiser le regard des passagers et de sourire. On ne sait jamais pour le cas où nous pourrions avoir envie de leur adresser la parole. Donc, il semble que ce qui est délivré par les équipes ne soit pas tout à fait aligné avec l'intention initiale du management. On peut le penser en tout cas. Alors pourquoi ? En fait, la réponse, elle est assez simple. C'est que la culture client de ses collaborateurs, elle n'est pas suffisamment forte. Voilà. En tout cas, cet exemple retraduit de façon concrète la différence qu'il peut y avoir entre le respect d'un comportement et l'attitude qui va avec ou pas. Et c'est donc la raison pour laquelle de nombreuses entreprises cherchent à mesurer le niveau de leur culture client et cherchent souvent
des outils pour faire cela. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, il y a deux types de culture client. Celle qui est intrinsèque aux collaborateurs et qui est généralement dépendante de leur histoire et de leurs valeurs personnelles. Et puis, il y a celle qui émane de l'entreprise, avec ces fameux signaux faibles qui vont guider les croyances des collaborateurs sur ce qui est réellement important pour leur organisation, mais aussi pour leur manager. Et puis, nous n'en avons pas parlé, mais évidemment, il y a également ce que les clients pensent, ce qu'ils ressentent, la façon dont eux-mêmes, à l'extérieur de l'organisation, ressentent la culture de l'organisation. Alors, comment réaliser des diagnostics permettant de mesurer la culture de l'organisation selon ces trois axes? Un des moyens consiste à analyser d'un côté la culture personnelle des collaborateurs et de l'autre à analyser leur perception de la culture de l'organisation et la perception des clients ou des autres parties prenantes. Alors comment faire ça? Alors nous utilisons pour ce faire les outils d'évaluation de valeur du Barrett Values Center, pour lesquels nous sommes certifiés. Alors pourquoi? Parce que en fait, il s'agit d'une méthodologie éprouvée depuis plus de 20 ans, avec des outils qui ont été utilisés par des milliers d'organisations et de dirigeants à travers le monde. Ensuite, c'est une enquête qui est très simple, en 3 questions, disponible en 60 langues, et qui ne prend que 10 à 15 minutes pour y répondre, tout en fournissant un rapport détaillé sur les valeurs de votre organisation, dont les bénéfices en matière de culture client ne font plus aucun doute aujourd'hui. Cette évaluation permet de façon très synthétique de voir quelles sont les valeurs que vos clients apprécient, mais aussi les valeurs qu'ils aimeraient voir davantage mises en évidence. Et en fait, ces diagnostics permettent de comprendre ce qui est important pour eux, la façon dont ils perçoivent votre organisation, mais aussi quels changements ils aimeraient que vous mettiez en œuvre. Je pense pas qu'il y ait encore aujourd'hui une seule entreprise qui ne soit pas totalement convaincue du bénéfice qu'il peut y avoir à investir un petit peu dans sa culture client. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos évaluations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet à l'adresse indiquée sur le bandeau noir et à nous contacter au travers de notre fiche contact. Voilà. Et pour terminer cette conférence, j'aimerais rajouter ces quelques mots. La culture client ne se décrète pas. Elle se vit, elle se ressent au quotidien. Et c'est en travaillant sur l'incarnation des valeurs souhaitées, à commencer par celle des leaders, que vous contribuerez à développer les attitudes et les comportements que vos clients attendent de vous. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.